Et il est temps de commenter les temps forts de l'actualité de ce mardi avec ce midi Patrick Le Yarrick, député européen et directeur de l'Humanité. Bonjour. Bonjour. Et Julien Rochdy. Alors bonjour. Bonjour. C'est une première dans LCI Midi. On vous recevait régulièrement quand vous étiez responsable du Front National de la Jeunesse. Vous êtes maintenant chef d'entreprise et écrivain et on peut vous lire également de temps en temps dans Valeurs Actuelles. Voilà pour les présentations. On commence avec une question. Comment qualifier la méthode Macron, adepte de la verticalité, tranchant sur certains dossiers, prônant en revanche la concertation sur d'autres dossiers, tout en fixant le cap tout de même. Exemple avec le recadrage du général De Villiers, chef d'état-major des armées, c'était jeudi soir, et cet appel à la concertation avec les élus locaux, c'était hier après-midi. J'aime le sens du devoir, j'aime le sens de la réserve qui a tenu nos armées où elles sont aujourd'hui. Et ce que j'ai parfois du mal à considérer dans certains secteurs, je l'admets encore moins lorsqu'il s'agit des armées. Je souhaite, vous l'avez compris, qu'à travers cette confiance, cette responsabilité partagée entre nous, nous puissions relever ensemble les défis. Chacun des défis que vous portez, c'est un bout du mien. Je ne me défausserai jamais sur vous en disant c'est telle commune, tel maître. C'est un jeu. Les gens n'y croient plus. C'est la même chose. Nous sommes tous et toutes dans la même galère pour nos concitoyens. Ben, quand on entend ces extraits, d'après vous, est-ce qu'il y a deux présidents ou bien c'est la même méthode avec un habillage différent? Allez, qui se lance? Non, il y a un président. Et il gouverne à un moment où les puissances d'argent considèrent qu'aujourd'hui, il est temps de prendre des mesures qui leur soient nettement favorables. Parce que vous évoquez l'incident avec le chef d'état-major des armées, lequel d'ailleurs n'a fait qu'alerter une commission, la commission de la défense de l'Assemblée nationale, comme c'est son rôle, puisque statutairement, c'est son rôle d'alerter. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il n'est pas sorti de son rôle. Mais il a recadré aussi son Premier ministre. Quand il a les forces de l'argent, les puissances financières, ont découvert que le Premier ministre n'engageait pas suffisamment tôt la réforme de la fiscalité, en quelques heures, M. Macron l'a recadré, puisque maintenant on va avoir la contre-réforme du Code du travail, contre-réforme supplémentaire, la baisse des dépenses publiques et une réforme de la fiscalité. C'est aussi sous couvert d'économie, le partage des conseillers, c'est-à-dire que les conseillers de l'Élysée sont aussi les conseillers du Premier ministre. Il y en a 11. Hein, oui, il y en a 11, mais sur des missions extrêmement importantes, c'est-à-dire il n'y a plus d'autonomie du gouvernement lui-même, puisqu'il dépend de ce qui se dit à l'Élysée ou ce qui se décide à l'Élysée. Il est chargé, simplement, il est directeur général exécutif, en quelque sorte, le Premier ministre. Mais c'est un peu leur méthode. Donc il n'y en a qu'un, mais qui correspond à un moment donné des développements du capitalisme aujourd'hui. Julien Rochdy, votre analyse de cette Alors déjà, sur la verticalité d'Emmanuel Macron, il y a une sorte d'effet d'optique, parce qu'après François Hollande, en fait, n'importe qui passerait pour Napoléon Bonaparte. Déjà, on a tendance à voir Macron comme un véritable président, aussi parce qu'on sort d'une présidence qui était normale et qui a fait perdre beaucoup de son crédit à la présidence. Deuxièmement, sur l'aspect autoritaire d'Emmanuel Macron, je suis désolé, je vais faire un petit peu de psychologie, mais c'est l'été après tout, donc on peut en parler, on lit les magazines de psychu. Il me fait penser parfois à un enfant capricieux. Un enfant gâté et capricieux. Il a ses stigmates, je trouve. Et parce que Emmanuel Macron, finalement, a été élu grâce à des conditions assez exceptionnelles. Il n'a pas véritablement affronté de difficultés et la réalité, que ce soit dans sa vie personnelle et dans sa vie politique. La facilité avec laquelle il a été élu est assez impressionnante. On lui a vraiment damé le chemin. Et aujourd'hui, il affronte la réalité. Il affronte donc des oppositions, des contradictions. Et on a vraiment le sentiment, par rapport vraiment à plein de choses, que face à ces réalités-là et face à ces oppositions qu'il pourrait prendre en face, eh bien, il réagit tout de suite très violemment, tel un enfant capricieux. Et donc pour moi, ce n'est pas une marque d'autorité, ce n'est pas une marque de véritable autorité profonde et sérieuse, mais véritablement une marque de caprice. Il me laisse vraiment ce sentiment.
de caprice. Bon, parce qu'il y a d'autres commentateurs qui disent depuis 1793, depuis qu'on a guillotiné Louis XVI, on est orphelin d'un roi, et là, peut-être qu'Emmanuel Macron, avec cette verticalité, il pourrait incarner à sa façon, dans un autre temps, domaine, etc., ce qu'on recherche, que le peuple a besoin. Le problème de cette verticalité, c'est que j'ai l'impression quand même qu'Emmanuel Macron est un peu comme un mirage, c'est-à-dire que de loin, il paraît beau et fort, mais dès qu'on s'approche, il n'y a plus rien. Parce que dans le fond, quand on regarde de près ce qu'il souhaite faire, il n'y a pas véritablement de grande révolution. C'est vrai que c'est le plus jeune président depuis Napoléon Bonaparte et on aurait pu s'attendre à beaucoup de choses, mais sur plein de sujets, notamment la politique étrangère, la politique fiscale, comme a dit très bien monsieur, il ne fait que suivre une ligne de conduite qui était celle de son prédécesseur. Rien que la loi travail, par exemple, n'est que la loi El Khomri numéro 2. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu François Hollande sous des habits de prince charmant, quoi. Bon, s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon ou encore un mot commentaire sur le président de la République? Moi, je ne crois pas qu'il soit capricieux. Moi, je crois qu'il se sent investi d'une mission, et d'ailleurs, il est investi d'une mission. Il y a des gens qui ont investi en lui et qui aujourd'hui veulent un retour sur investissement et qui lui demandent d'aller extrêmement vite. Tout ce qui se fait en quelques semaines aujourd'hui montre que c'est dans cette direction qu'il veut aller pour étouffer tout contre-pouvoir, y compris les petits contre-pouvoirs qui pourraient exister soit au sein du gouvernement, soit au sein de sa propre majorité au Parlement. Je suis d'accord, monsieur, mais en même temps, Hollande a commencé également par vouloir faire une réduction des dépenses publiques. Il a souhaité également faire plus de flexi-sécurité, comme ils appellent ça, au sein du travail. J'ai l'impression quand même que c'est une continuité, au moins depuis Nicolas Sarkozy, voire même depuis Jacques Chirac, voire même depuis encore plus ancien, si l'on remonte à... Voilà. J'ai l'impression que c'est évidemment, un petit peu la même ligne. Alors, il veut parachever rapidement le travail parce qu'il est considéré qu'ils ont été trop mous. On a considéré dans les milieux d'affaires que M. Hollande, comme M. Sarkozy, ont été trop longs, trop lents et trop mous. Alors, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, qui vient de la réforme du Code du travail. Justement, il appelle à manifester, il appelle les gens, c'est son expression, à se rassembler à Paris. Ça sera le 23 septembre, en ligne de mire, bien sûr, on l'a dit, la réforme du Code du travail. Je propose que l'on fasse un rassemblement populaire le 23 septembre à Paris, c'est-à-dire d'un coup, on vient tous de toutes les zones de France pour dire non, on ne se laissera pas faire, on ne lâche rien et on proteste contre le coup d'État social. Les gens qui ne veulent pas se laisser tondre, leur devoir, c'est de manifester comme citoyens et de dire « je marche, je marche ». Alors, venez les gens, le 23 septembre, tous ceux qui veulent, les syndicats et les organisations politiques, je ne sais pas ce qu'ils vont penser de ma proposition, mais je la mets sur la table. Bon, voilà, c'est sur la table. Alors, on ne sait pas s'il précède, en fait, ou s'il suit les syndicats. Le 12 septembre, la CGT organise une manifestation contre cette réforme du Code du travail. Bon, en tout cas, il occupe le terrain, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'en ce mois de juillet, l'opposition, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise? Non, il y a plusieurs oppositions dans le pays. Il y a déjà des organisations syndicales. Il y a une lutte aujourd'hui même dans la Creuse où les salariés se battent pour le maintien de leur site. Ils sont déplacés dans Lyon, d'ailleurs. À GMS, tout à fait. Parce qu'il faut mettre autour de la table Peugeot et Renault, parce qu'on ne peut pas laisser la Creuse se désertifier encore plus. D'autre part, il n'y a pas que la France insoumise. Il y a les parlementaires du groupe communiste qui ont mené la bataille. Il y a les organisations syndicales, dont la CGT, qui conteste la nouvelle version de la loi de précarisation supplémentaire du travail, mais qui fait également des propositions et qui appelle, au terme des discussions qui sont en cours, le 12 septembre, à un grand mouvement. Et il va y avoir la fête de l'humanité, cette même fin de semaine, qui va également être un rassemblement contre la déchirure du contrat social. Septembre sera chaud. Non, c'est comme ça que vous le voyez. Je ne sais pas, ça dépend des citoyennes et des citoyens, ça dépend des salariés, ça dépend des ouvriers. On a l'impression que ça a du mal à prendre, notamment du côté syndical. Je pense on a interviewé Jean-Claude Mailly, qui était beaucoup plus virulent contre la loi El Khomri. Il a sans doute une autre option aujourd'hui, Jean-Claude Mailly, sans doute, pour l'instant. Alors, pour revenir sur ces propos de Mélenchon qui porte ouverte, ça ouvre un petit peu la voie à toute cette actualité politique et sociale. Plusieurs choses sur le Grand Raoul qui va être organisé au mois de septembre. Je pense quand même, c'est une prédiction, après, je ne suis pas Cassandre, mais je pense tout de même que ça ne prendra pas.
J'ai le sentiment que les gens en ont vraiment marre là et qu'ils ont envie plutôt de se mettre au travail ils en ont marre de cette politique, même ces manifestations sociales qui ont eu lieu à la fin du quinquennat Hollande et qui étaient en fait aussi l'expression d'un ras-le-bol de ce quinquennat. J'ai l'impression que Emmanuel Macron pourra passer, en plus par ordonnance, mais également dans le combat de la rue, pourra passer sa loi sur le travail assez facilement. Ce que je constate quand même, pour essayer d'élever un petit peu le débat, c'est qu'effectivement, on entend que Mélenchon, en tant que grand opposant au gouvernement, et c'est frappant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de droite dans ce pays. Parce que finalement, les deux expressions historiques de la gauche, à savoir la gauche libérale, bourgeoise et progressiste, et l'expression plus ancienne d'ailleurs, qui est apparue au XIXe siècle, l'expression plutôt ouvriériste, prolétaire, sociale, sont les deux expressions qui, l'une gouverne, l'autre s'oppose, et on n'entend plus qu'elle aujourd'hui. Et quant à la droite, qu'elle soit donc des Républicains jusqu'au Front National, on n'entend plus. Et comment vous l'expliquez ? Parce qu'elle n'a plus d'idée sur rien du tout. Elle n'a plus d'idée sur rien du tout. Elle est incapable d'incarner un autre projet de société. Alors, en termes de manque d'imagination, j'accuserais quand même un petit peu l'extrême gauche et Mélenchon. C'est aussi une raison pour laquelle je crois que ça ne prendra pas tellement la raout sociale qui risque d'avoir lieu au mois de septembre. Je trouve que cette loi, effectivement, a plein de défauts et on peut la critiquer, mais je trouve quand même assez incroyable ce manque d'imagination constant dans l'extrême gauche, ce conservatisme de vouloir rester arc-bouté sur des acquis sociaux qui sont divinisés aujourd'hui des années 80, tandis qu'en fait il y aurait plein de nouveaux acquis sociaux à récupérer pour les salariés et pour les travailleurs, le fait de pouvoir travailler de chez soi, le fait de pouvoir agencer ses horaires comme on le souhaite. Il y a plein par rapport au marché du travail actuel, il y a plein de nouvelles routes dans lesquelles aller, et au lieu de cela, on s'arc-boute sur des choses qui, malgré tout, ont le parfum de l'archaïsme. Bon, extrême gauche, c'était pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien Je sûr. ne sais pas si vous le situez au même endroit. Bon, c'était pour Non, mais juste rebondir sur ce que disait pas plus moi que Julien Jean-Luc Ollier. Mélenchon, nous sommes dans l'extrême gauche. Nous sommes dans la gauche et nous sommes, d'une part, pour que le rapport de force ne soit pas modifié en faveur des seuls employeurs, dont une majorité d'entre eux, bien qu'ils soient employeurs, sont dépendants de donneurs d'ordre, et que, secondement, nous ne sommes pas pour le statu quo. Nous sommes pour un code du travail adapté à ce siècle, adapté aux révolutions de ce siècle, mais pas pour donner tout le pouvoir à celui qui est employeur et défavoriser celui qui n'a que sa force de travail à vendre. Mais c'est marrant, c'est qu'on n'entend absolument pas vos propositions. On entend toujours, alors peut-être que c'est, mais encore une fois, c'est ça, un effet d'optique on peut- peut-être, hein, Moi, je mais suis malheureusement, disponible. on entend On ne voit pas m'invitera à les- LCI débattre face à vous et j'exposerai Ben, la totalité de nos propositions. Par exemple, serais ravi nous parce que faisons une je sais pas proposition. s'il y a Il y a On ne voit pas une vraiment. opposition entre vous. Le numérique. On a l'impression qu'il y a une la défense d'un révolution, statu quo qui la révolution qui ne numérique, fonctionne plus. la question des biens communs qui nécessite une révolution environnementale appelle aujourd'hui à considérer le travail autrement, c'est-à-dire un travail qui soit libérateur, qui soit émancipateur, mais pour cela, il faut le sécuriser. Je suis d'accord, mais ce n'est Il pas faut du tout perçu développer comme la ça aujourd'hui formation, par vous. Alors il faites faut votre- développer la formation Travailler et sur la votre, sécurité sur votre du programme, travail. travailler sur votre projet, vos façons de Ben, il l'exprimer, faut les parce que lire, il faut les c'est lire. reçu comme ça. Il faut Bon, surtout ben les voilà, lire. écoutez, le rendez-vous est pris alors. Ce matin, l'avocat de la famille de Sarah Halimi tenait une conférence de presse. Sarah Halimi, c'est cette femme de confession juive qui a été tuée à son domicile par un homme de 27 ans. C'était à Paris, donc au mois de mars, au cri d'Allah Akbar. Son meurtrier présumé a été arrêté. Et Emmanuel Macron a demandé ce week-end que toute la lumière soit faite. Avocat de la famille Halimi, conférence de presse ce matin. Depuis 3 mois et demi, c'est le silence le plus complet autour de cette affaire. La justice n'a pas pu entendre Traoré durant sa garde à vue. Immédiatement, dans les heures qui ont suivi son interpellation, il a été considéré comme ne pouvant pas être entendu et transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, puis dans un hôpital psychiatrique. Et depuis 3 mois et demi, nous attendons. Alors, est-ce que de la dimension fait divers, parce que cette affaire a été classée pendant des semaines dans la rubrique fait divers des journaux, on passe à une dimension qu'on va appeler plus politique? Fait divers, c'est un crime monstrueux. Parce qu'il y a eu acte de torture, hein, ce qu'il faut voilà, préciser. c'est des actes de Ouais. torture qui ont duré plusieurs heures, etc. C'était pas simplement une petite altercation dans la rue. Secondement, la question de la qualification d'antisémitisme doit être explorée par la justice, puisqu'il a proféré des mots qui sont de l'antisémitisme.
Donc on ne peut pas, vraisemblablement, nous sommes un peu tous coupables, on n'a pas suffisamment mis sur le devant de la scène ce crime et on n'a pas suffisamment tiré les ficelles dans un débat contradictoire, certes, mais nous aurions dû le faire, nous, la presse, et puis les responsables politiques, vraisemblablement. Oui, cette question mérite une réponse. Pourquoi est-ce que la presse, pourquoi est-ce que les médias ne se sont pas emparés de l'affaire lors de la campagne électorale? C'est quand même surprenant. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à cacher et surtout, quels effets ne voulaient-ils pas voir? Moi, je pense, si vous voulez ma réponse, c'est que c'est un phénomène global que nous connaissons depuis quelques années, puisque nous nous apercevons que la société multiculturelle est une société multiconflictuelle, que le racisme se conjugue au pluriel, l'antisémitisme également, que les sources de l'antisémitisme sont loin aujourd'hui d'être seulement sorties de la vieille France rance, de l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy. Et donc, en fait, tout le rêve multiculturel sur lequel se sont vraiment chevillés toute l'élite parisienne est en train de se fissurer très gravement. Et en conséquence, tous les faits, toute la réalité en fait de ce multiculturalisme qui explose est dissimulée, est cachée, et on préfère plutôt s'accrocher au principe plutôt que d'affronter la réalité. Et j'ai le sentiment quand même, d'un point de vue psychologique et presque philosophique, j'ai l'impression que c'est la réelle cause de cette incapacité à voir la réalité, à savoir que ce monde multiculturel est un monde aujourd'hui multiconflictuel. Il y a deux lectures. Vous avez chacun votre lecture de ce fait. Alors, fait divers, mais qui a des connotations antisémites, on l'a bien compris. Est-ce que sur ce que vient de dire Julien Rochdy, il y a des arguments que vous recevez, que vous pouvez analyser? Il y a une partie de ce qui est dit là qu'il faut regarder d'extrêmement près. En même temps, ne poussons pas le curseur trop loin. Voyons la totalité de la problématique, parce que on n'est pas non plus dans un pays à feu et à sang. Il y a de l'islamophobie, il y a de l'antisémitisme, il y a des chrétiens qui se font également insulter, critiquer, taper parfois, pas toujours en France, mais dans d'autres endroits. Donc cette guerre qui existe, cette tension qui existe doit être résolue. Mais en même temps, il faut voir la totalité des problématiques auxquelles on est confronté et la manière dont on crée les conditions d'un vrai vivre ensemble. Et dans ces conditions-là, il y a évidemment des questions culturelles, il y a des questions d'éducation et il y a des enjeux sociaux qu'il ne faut pas mettre de côté. On ne va pas complètement quitter cette thématique puisque, pour terminer, nos confrères du Monde racontent dans leur édition du 18 juillet l'histoire d'une famille française capturée par l'armée irakienne à Mossoul. Une femme et ses 4 enfants demandent à revenir en France. Son mari est porté disparu. Il serait plusieurs dizaines, voire centaines même dans cette situation qui se transforme en véritable casse-tête judiciaire. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, de ces Françaises, de ces Français et de leurs enfants, dont certains d'ailleurs sont nés sur le territoire irakien ou syrien? Pour ce qui est des enfants, on peut considérer qu'ils sont innocents, qu'ils ont été amenés par la famille. Et effectivement, on peut regarder chaque cas particulier. Mais après, il faut quand même regarder également les choses en face et constater qu'on a affaire à des gens qui ont pris les armes contre la France, qui ont pris fait et cause pour une cause étrangère, et non seulement étrangère, mais en plus contre nous, contre notre peuple, contre nos valeurs, contre ce que nous sommes. Normalement, la loi prévoit que c'est de la trahison, et à l'époque, nous n'étions pas du tout amènes vis-à-vis des gens qui trahissaient la France de cette façon. Moi, quand je pense à mes arrière-grands-parents qui étaient capables d'être, pas les miens propres, mais en tout cas nos ancêtres, qui étaient capables d'être exécutés par l'État français lorsqu'ils refusaient de monter au front pendant la Première Guerre mondiale, qu'on voit à quel point on était dur sur les questions de trahison, et à quel point le curseur de la trahison était parfois un peu excessif, eh bien, je suis quand même très frappé de voir des gens discuter du fait de pouvoir rapporter ces gens qui, encore une fois, ont pris les armes contre la France, les rapporter en France, et puis leur donner, je ne sais pas, le RSA, et essayer de les réintroduire dans la société. Écoutez, mon humanité à moi, mon humanisme à moi ne va pas jusqu'à l'oblativité et jusqu'à l'irénisme. Et je crois qu'il faut être très dur, d'autant que c'est une marque de faiblesse. Si jamais nous permettons à tous ces gens de revenir en France, eh bien c'est un signal envoyé d'une faiblesse immense. Et c'est de considérer en gros que n'importe quel jeune, entre guillemets, pourrait aller faire un stage de vacances chez Daesh et revenir comme il le souhaite. Et ce sera très mal perçu. Et ces marques de faiblesse-là tuent la France. Donc je crois qu'il faut être très très dur vis-à-vis de ces gens. Patrick Lurac, comment on gère cette situation? Il faut regarder, je crois, au cas par cas. Dans le reportage que font nos amis du Monde, qui est
paru hier soir, Le Monde daté d'aujourd'hui donc, la famille en question, dont le mari, c'est sa femme qui parle, elle dit qu'on lui impose le port d'une arme. D'autre part, quand il a refusé de combattre, il s'est fait taper, voire emprisonner. Ensuite, ils étaient partis pour la Syrie, ils se sont retrouvés à Mossoul, c'est-à-dire on leur a caché le lieu. Pourquoi je dis il faut regarder cas par cas? Parce que tous ces trajectoires m'ont l'air assez complexes, et ceci ne veut pas dire qu'il faille en quoi que ce soit excuser quoi que ce soit. Mais rappelons-nous, au début du combat contre Bachar al-Assad, il y avait même au plus haut niveau en France des gens qui appelaient quasiment pour des raisons humanitaires à aller en Syrie combattre. On a même comparé ça de temps en temps aux brigades internationales. Voilà avec quel problème on se retrouve aujourd'hui. Donc il faut regarder les choses, ne rien excuser, créer les conditions d'un accueil, pas un accueil libre certes, et il faut un encadrement pour qu'on se sorte de ces problématiques. Bon, je pense qu'on aurait pu continuer longtemps à rester sur ce cas épineux, mais il y a des dizaines, voire des centaines de cas similaires en Syrie et en Irak. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de LCI Midi commenter l'actualité. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal.